C'est officiel, Roch-Marc Christian Kaboré a été réélu président du Faso. À l'issue du scrutin du 22 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a validé en effet aujourd'hui les résultats provisoires qui avaient été donnés par la CENI. Roch Kaboré est élu pour un deuxième mandat avec exactement 57,74% des voix. La première édition du cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière s'est refermée aujourd'hui. Après 2 jours de travaux, les défis pour une capitalisation des interventions du secteur ont été examinés. La question sera d'ailleurs évoquée avec notre invité sur ce plateau, Khalidou Ki, chef du département des études, des statistiques et du suivi-évaluation au secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Et puis enfin, un dernier titre, le directeur général de la télévision Tree TV, Yirmaleh Frédéric Somé, a été décoré cet après-midi. Journaliste de profession, il a été fait chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec Agrafe Radio, Télévision, Presse écrite. Il totalise 15 années de carrière. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le Conseil constitutionnel, je vous le disais en titre, a livré les résultats définitifs de la présidentielle tenue le 22 novembre dernier. Les grands juges, ce 18 décembre plutôt, ont validé le scrutin qui consacre le candidat Roch Kaboré, président du Faso, dès le premier tour avec 57,74% des voix contre 57,87% proclamés par la CENI pour les résultats provisoires. Là, le Conseil constitutionnel indique 200 bureaux de vote qui ont vu leurs résultats annulés par le Conseil constitutionnel pour des faits non conformes au processus électoral. Détail Michael Toukri avec la voix de Maxime Jolbambara. Malgré les insuffisances et les erreurs matérielles constatées par le Conseil constitutionnel, cela n'entache pas la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin. Le processus électoral du 22 novembre est donc validé, consacrant Roch Kaboré élu président du Faso dès le premier tour, avec 57,74% des voix. Considérant que le candidat Kaboré, Roch Christian Marc, a obtenu 1 645 229 voix, correspondant à 57,74% des voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, exigés par l'article 39 de la Constitution, qu'il doit en conséquence être déclaré élu au premier tour président du Faso, décide. Article 1er. L'élection du président du Faso du 22 novembre 2020 est régulière, transparente et sincère. Article 2. Le candidat Kaboré Roch Christian Marc est élu président du Faso. Le Conseil constitutionnel a également procédé au recensement général par l'analyse des votes, le contrôle des documents électoraux, mais aussi à l'examen des rapports de mission de ses observateurs. Les grands juges ont procédé à des rectifications d'erreurs de matériel ou redressement, ainsi qu'à l'annulation des résultats de 200 bureaux de vote. Considérant que les insuffisances et les erreurs matérielles constatées n'entachent pas la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin, que l'élection du président du Faso du 22 novembre 2020 doit être déclarée régulière, que les résultats de l'élection du président du Faso du 22 novembre 2020 s'établissent comme suit. Nombre d'électeurs inscrits, 5 918 844. Nombre d'électeurs votants, 2 972 590. Taux de participation, 50,22%. Bulletin nul, 123 055. Suffrages exprimés, 2 849 535. Majorité donc absolue requise, 1 424 769. Dans le procès verbal de vote dressé par le Conseil constitutionnel, des recommandations ont été formulées à la CENI, au gouvernement ainsi qu'à la classe politique pour un processus électoral renforcé au Burkina Faso et pour des élections encore mieux organisées.
Et suite à la publication des résultats définitifs de la présidentielle, les candidats à la magistrature suprême de 2020 au Burkina ont dit respecter le verdict des juges. Je vous propose d'écouter quelques-uns au micro de Michael Toukri. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des acteurs, les institutions chargées de l'organisation. Et nous avons en tout cas tiré conséquence de tout ce qui n'a pas marché pour améliorer le processus électoral. Mais nous en sortons renforcés parce que le peuple burkinabé, l'ensemble des acteurs, nous avons accepté ces résultats. Et puis c'est notre démocratie qui gagne, c'est l'ensemble du peuple qui gagne. Et aujourd'hui nous avons un président pour continuer la marche démocratique de notre pays. Les statistiques sont sensiblement les mêmes puisque la CENI avait donné 57,87%. Le Conseil constitutionnel nous donne 57,74%. Alors donc nos militants sont dans la joie, dans l'allégresse, mais je pense que c'est le peuple burkinabé dans son ensemble qui est dans la joie. Que cette élection se soit déroulée dans la sérénité, dans la tranquillité et même dans la sécurité, chose qu'on redoutait à un moment donné. Nous prenons acte de ces résultats définitifs et comme vous le dites, nous nous préparons pour la suite. Nous avons fait une offre, vous avez suivi ces élections, vous avez suivi le contexte dans lequel ces élections se sont déroulées. Même le Conseil constitutionnel lui-même a relevé un certain nombre d'irrégularités. Il y a eu des annulations de bureaux de vote. Tout cela montre que le processus, c'est un processus humain et ne peut pas être totalement parfait. Mais on se contente de ce qui a été fait et ces résultats qui sont ressortis, donc nous les acceptons aujourd'hui et plus que jamais nous nous tournons vers l'avenir pour nous préparer pour les prochaines batailles. En ce qui me concerne, c'était la première fois que j'ai participé à un processus électoral. Quelle expérience, hein? J'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Et je crois que ce que j'ai appris me donnera des forces et des arguments peut-être pour une prochaine fois, s'il doit y avoir une prochaine fois. Mais je dois vous dire que, à mon sens, il est temps peut-être qu'on revoie un peu tout le processus démocratique dans les pays en développement, y compris au Burkina Faso. Parce qu'à l'allure où vont les choses, je ne suis pas sûr qu'on pourra obtenir un véritable changement comme nous le souhaitons si on continue à faire les choses comme on les a faites pour l'élection de 2020. La première édition du cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière s'est tenue ces 2 derniers jours. C'était le lieu de s'intéresser aux défis pour une capitalisation des interventions du secteur en question, un exercice qui va se perpétuer au fil des années. On en parle avec Abdelramini. Désormais, les acteurs œuvrant pour l'inclusion financière au Burkina Faso se rencontrent chaque année pour discuter des actions à mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Pour cette première édition, ce sont 2 jours d'échange qui visent à identifier les préoccupations et chercher des solutions pour permettre à un grand nombre de Burkinabés d'avoir accès aux services financiers. Il s'agira de rapprocher les services financiers des populations, surtout rurales, et cela à travers le renforcement de la microfinance. Nous travaillons déjà donc avec les populations en milieu rural, mais il faut dire qu'il faut continuer et faire davantage parce que comme nous l'avons vu donc au niveau donc des discours, la population rurale est encore en marge dans sa grande majorité donc des services financiers dans son ensemble. De sorte que nous devons donc retravailler développer donc de nouveaux produits, des produits innovants, adaptés surtout donc à ce milieu rural-là et prendre en compte donc les besoins, parce qu'il y a des besoins nouveaux aussi qui sont là. Il faut des services innovants et nous comptons surtout utiliser donc l'opportunité qu'offre la technologie. Vous savez qu'aujourd'hui avec le mobile money, on peut faire beaucoup de choses. Pour les acteurs, de nombreux défis ont déjà été relevés et le niveau d'inclusion financière est satisfaisant. Et au regard des actions prévues, les objectifs fixés pour 2023 seront atteints selon le secrétaire permanent pour la promotion de l'inclusion financière. À l'heure actuelle, on n'a pas de difficultés en matière d'avancée au niveau de la stratégie nationale de la finance inclusive, puisque à l'élaboration de la stratégie en 2017, les taux d'inclusion financière étaient de l'ordre de 61% au Burkina Faso. Et présentement, en fin 2019, le taux d'inclusion financière est de plus de 70%, contre une moyenne
régional au niveau de l'UEMOA de 60%. Donc nous avons atteint un certain niveau et le gouvernement nous a assigné l'objectif de 75% à l'horizon 2023. Et avec cette concertation et l'engagement fort des partenaires, l'engagement fort des acteurs, nous osons croire que nous allons dépasser largement ce taux qui nous est assigné. Les acteurs intervenant dans le domaine de la promotion de l'inclusion financière sont convaincus qu'à travers ce cadre, les conditions de vie des populations seront améliorées grâce au financement de leurs projets. Cette rencontre réunit plus de 200 participants issus des banques, des sociétés d'assurance, des institutions de microfinance et les partenaires. Et nous abordons cette question de l'inclusion financière donc avec notre invité, chef du département des études, des statistiques et du suivi évaluation au secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Kalidouki, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Madame. Alors, parlez-nous un peu plus de ce cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière. Alors, je voudrais tout d'abord vous dire merci pour l'intérêt accordé au sujet qui intéresse en tout cas tant les populations, les hommes, les femmes, les jeunes. Voilà, tous ces groupes cibles-là sont intéressés par la question de l'inclusion financière. Et il faut noter que le secrétariat permanent pour la promotion de la microfinance, voilà, une des attributions phares, c'est de pouvoir conduire la politique du gouvernement en matière d'inclusion financière. Et dans ce sens, il a été élaboré et adopté une stratégie nationale de la finance inclusive en 2019. Alors, l'adoption de cette stratégie a engendré un certain nombre de réformes au niveau institutionnel, dont la mise en place de ce cadre de concertation des acteurs de l'inclusion financière. Alors, qu'est-ce que ce cadre? Ce cadre, c'est une tribune d'échange entre l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur de l'inclusion financière. Donc, dans ce secteur-là, vous avez les banques, vous avez les institutions de microfinance, vous avez les sociétés d'assurance et bien d'autres acteurs qui interviennent dans ce secteur-là. Et pour pouvoir offrir des produits aux populations tels que l'épargne, les crédits, il faudrait que l'ensemble de ces acteurs-là se concertent autour d'une table. Raison pour laquelle ce cadre est véritablement indiqué pour réunir l'ensemble des acteurs et pouvoir discuter de leurs préoccupations, quel type de partenariat ils peuvent entretenir, de sorte à pouvoir offrir des produits et services financiers adaptés aux besoins de nos vaillantes populations. Et quels sont clairement les résultats qui sont attendus à travers ce cadre-là? Voilà, il faut rappeler que cette première édition s'est tenue sous le thème « Cadre national des acteurs de l'inclusion financière ». Quel défi pour une capitalisation des interventions? Alors, pour développer ce thème-là, il a été déroulé des sous-thèmes à l'intérieur. Et le premier sous-thème a permis aux acteurs de pouvoir échanger sur les rôles et les responsabilités des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie dont je viens de parler tout à l'heure. Et aussi également se penser sur comment coordonner les interventions de telle sorte à pouvoir capitaliser les interventions. Puisque nous devons conduire la politique à l'endroit des populations. Nous devons transformer les conditions de vie des populations de telle sorte à pouvoir impacter les conditions de vie. Alors, et pour cela, il est important que les acteurs puissent échanger. Donc, sur ces deux sous-thèmes-là, les participants ont été amenés à réfléchir et pouvoir faire des propositions, des recommandations, de telle sorte à pouvoir, en tout cas, réussir non seulement la mise en œuvre de la stratégie, mais aussi pouvoir impacter les conditions de vie des populations. Quels sont les plus gros défis? Alors, il faut rappeler que la stratégie nationale de la finance inclusive a décliné un certain nombre de défis. D'abord, il faut offrir des produits et services financiers adaptés aux populations. Il faut aussi travailler à développer la finance digitale. Aujourd'hui, même si vous êtes chez vous, dans votre chambre, vous devez pouvoir faire des transactions sans pouvoir vous déplacer. Alors, l'autre défi également, c'est aussi la finance agricole. Nous devons travailler à développer des produits adaptés à nos agriculteurs, puisque vous savez que notre économie repose essentiellement sur l'agriculture, qui emploie 80% de la main-d'œuvre. Vous voyez. Alors, quels sont les acteurs de l'inclusion financière qui ont pris part à cette première édition-là? Alors, il faut dire qu'au cours de cette édition a mobilisé, réuni environ 200 participants. Et ces 200 participants sont issus donc des banques, des institutions financières décentralisées que vous appelez institutions de microfinance. Il y a également les sociétés d'assurance, il y a les courtiers, il y a les ONG, il y a les partenaires techniques et financiers. Donc, vous voyez que c'est tout un ensemble de structures qui se retrouvent pour parler de l'inclusion financière. Donc, et pour pouvoir atteindre nos objectifs, comme vous venez de le voir dans le reportage, le taux d'inclusion financière sont 15%. Il est tout à fait important que les différents acteurs puissent se concerter autour d'une table et trouver les solutions appropriées de telle sorte à pouvoir atteindre
cet objectif. Alors, le cadre de réflexion a été refermé aujourd'hui. Quelles sont les conclusions qui ont été dégagées? Alors, en termes de conclusions, il faut noter que les débats, en tout cas, ont été fructueux. Voilà, ça a permis, en tout cas, à l'ensemble de ces acteurs de pouvoir non seulement discuter de leur rôle, mais aussi voir comment on va coordonner les interventions. Mais il faut noter qu'il y a 8 recommandations fortes qui ont été adoptées par ces cadres-là et une résolution. Et pour revenir aux recommandations, il y a la nécessité de doter le Burkina Faso d'un programme national d'éducation financière intégré. Parce qu'aujourd'hui, il y a une gamme de produits et services financiers qui sont offerts. Alors, il faudrait travailler à prendre en compte les besoins exprimés dans un premier temps. Et comme vous savez également que les prestataires de services financiers, notamment les instituts de microfinance, ont besoin de se rapprocher des populations pour pouvoir offrir des produits et services financiers. Le cadre a proposé à ce niveau de pouvoir prendre en compte des mesures incitatives du point de vue fiscal pour permettre à ces institutions de microfinance de pouvoir s'implanter dans ces zones-là desservies, puisque nous avons actuellement 132 systèmes financiers décentralisés et les points de service 697. Et lorsqu'on regarde un peu la répartition de ces structures-là sur le territoire national, il y a une certaine inégalité. Donc, le cadre a recommandé que les institutions puissent aller vers ces zones qui ne sont pas encore couvertes. Alors, nous avons également les fintech qui sont des acteurs clés, effectivement, surtout dans le développement de la finance digitale. Donc, c'est de travailler, en tout cas, à mettre en place un guichet dédié à ces acteurs-là. Et comme je le disais, notre pays, notre économie repose sur l'agriculture en grande partie. Donc, il y a lieu également de développer des services d'assurance au profit de nos exploitants agricoles. Alors, l'autre recommandation également, c'est comment faire pour mettre en place un cadre sectoriel stratégique, de telle sorte à permettre aux partenaires techniques et financiers pour pouvoir réfléchir comment financer effectivement la stratégie, de telle sorte que les acteurs puissent disponibiliser les ressources et pouvoir en tout cas mettre en œuvre les activités sur le terrain. L'autre recommandation, c'est la question du suivi et d'évaluation. Alors, nous avons adopté une stratégie, il est attendu des résultats des acteurs. Alors, il faudrait qu'on arrive à mettre en place un dispositif d'évaluation approprié, efficace, pour pouvoir non seulement permettre aux acteurs de pouvoir planifier les activités, faire le suivi, pour qu'à l'horizon 2023, on puisse véritablement dire que voilà, les taux d'inclusion financière qu'on s'était fixés là, nous sommes effectivement au rendez-vous. Voilà, l'une des réponses c'était ça. L'autre recommandation, c'est comment faire également pour développer également la communication. C'est très important parce que les populations rurales, les hommes, les femmes ont tous besoin d'avoir l'information sur ce qui se passe en matière d'inclusion financière. Voilà entre autres les recommandations. Mais en termes de résolution, les acteurs véritablement se sont engagés à jouer leur partition de telle sorte que nous puissions dérouler les actions planifiées dans notre stratégie pour que nous puissions en tout cas réussir les taux d'inclusion financière d'ici 2023. Merci beaucoup, Khalidou, qui nous avons parlé d'inclusion financière. Donc, vous êtes le chef du département des études, des statistiques et du suivi évaluation au secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Merci d'être passé sur ce plateau. Voilà, c'est nous qui vous remercions. Merci. Alors, réunis en séance plénière ce jeudi 17 décembre, les députés ont échangé sur le rapport d'enquête parlementaire sur le système de téléphonie mobile, rapport restitué par la commission d'enquête parlementaire donc en charge de la question. Les tenants et aboutissants de cette plénière avec Fatima Tanikiema. Après investigation sur le système de téléphonie mobile au Burkina Faso, afin d'apporter des réponses aux préoccupations des populations, la commission d'enquête parlementaire a présenté les conclusions de son rapport en séance plénière ce 17 décembre à l'hémicycle. Après les travaux, plusieurs recommandations, dont 33 adressées au gouvernement et 2 aux sociétés de téléphonie mobile, ont été retenues. Toutes ces recommandations-là concourent à ce que les populations de ce pays aient vraiment une bonne qualité des services offerts par les sociétés de téléphonie mobile et que l'État aussi puisse vraiment s'en sortir en matière vraiment de l'application de la réglementation. Et à la ministre en charge de l'économie numérique et des postes de saluer les résultats sortis de cette enquête parlementaire. Selon Adja Fatimata Ouattara, l'État accompagne les sociétés de téléphonie mobile dans l'optique d'améliorer l'offre de communication électronique au profit des Burkinabés. Ce rapport va impacter positivement
parce que ça a été un rapport participatif. Tous les acteurs de l'écosystème ont participé et comme c'est un secteur qui évolue vite, il est important d'accélérer donc la mise en œuvre de ces recommandations et quand on regarde en général, ça pose le problème du manque d'infrastructures adéquates dans notre pays qui fait qu'aujourd'hui nous connaissons la mauvaise qualité des communications électroniques et le gouvernement est déjà dans cette dynamique en termes d'accompagnement des opérateurs privés pour faire en sorte que ces communications électroniques s'améliorent avec la construction d'infrastructures de pointe. Les grandes recommandations sont entre autres la relecture des textes qui régissent le secteur de la téléphonie mobile au Burkina Faso et la mise en œuvre de la disposition qui oblige les sociétés de téléphonie mobile à ouvrir une interface qui va permettre à l'Agence nationale de renseignement de travailler convenablement compte tenu du contexte sécuritaire que traverse le pays, selon le rapporteur Léonce Sanou. Série de décorations dans ce journal, le directeur général de Tam Tam Group Presse, de la télévision True TV et de la radio Watt FM, Yirmaleh Frédéric Somé a été fait chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec Agrafe Radio-Télévision et Presse écrite. Le journaliste de profession totalise en ce moment 15 années de carrière. Après avoir été décoré, Yirmaleh Frédéric Somé a pensé aux personnes auprès desquelles il a appris. Image avec Abdourahmane Nié. Yirmaleh Frédéric Somé, directeur général de Watt FM et de True TV, est élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec Agrafe Radio, télévision et presse écrite par le Conseil supérieur de la communication. Une distinction qui symbolise et récompense ses efforts au service de la nation dans le domaine de l'information et de la communication. Le récipiendaire s'en réjouit et trouve en cela un moyen de servir encore davantage. Et je dédie cette médaille à toutes les personnes auprès de qui j'ai appris et à tous mes collaborateurs depuis la RTB jusqu'à maintenant à True TV, Tam Tam Group Presse précisément. Et je leur dédie cette médaille car c'est grâce à eux que ce mérite est reconnu et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je suis distingué. Et je dis souvent, le plus difficile ce n'est pas d'être distingué, mais c'est de maintenir cette appréciation positive qu'on a de vous sur la durée. Et donc, je vois cette distinction comme une invite à performer et à rester toujours meilleur. Comme lui, 20 autres personnes du même domaine ont reçu la même décoration. En cette année électorale, leur contribution a été importante pour un environnement apaisé avant, pendant et après les élections, selon le président du CSC. Et ils accueillent cette récompense avec humilité. C'est une grande joie et c'est un grand honneur que ceux qui supervisent, j'allais dire, votre travail, vous appellent devant la nation pour dire que le travail que vous faites mérite d'être reconnu et d'être honoré. Donc c'est vraiment une joie immense. Et nous, à Savane FM, cette médaille, par ma voix, donc le premier responsable, le PDG, ainsi que le directeur général Abissi Charlemagne, dédie cette médaille-là à tous nos auditeurs. C'est leur médaille en réalité. Et je dis également merci à mon patron qui n'est rien d'autre que M. Paré Syria, grâce à qui je suis arrivée dans le domaine et à qui je dis merci, parce que le domaine m'était étranger. Et puis merci à tous nos internautes et à tous ceux qui nous lisent, à tous ceux qui nous amènent à être meilleurs. Merci. Le président du Conseil supérieur de la communication a rassuré que les récipiendaires ont réellement mérité cette distinction. Il a invité tous ses collaborateurs à emboîter leurs pas en s'engageant au service de la nation. Nous sommes dans une année électorale où tout le monde a salué de façon unanime le rôle exercé par nos acteurs des médias. Nous tenons à les féliciter. Nous tenons à dire que le choix des récipiendaires au niveau du Conseil supérieur de la communication se fait à 4 étapes. Ce qui veut dire que c'est véritablement des méritants qui ont été décorés ce soir. Il est important que nous précisions que les décorations ne sauront être faites sur des bases subjectives.
Les 21 récipiendaires ont été félicités par les autorités présentes à cette cérémonie et ont été invités à être toujours engagés pour le bénéfice du service de l'information et de la communication au Burkina Faso. Et au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, ce jeudi, 170 agents ont été distingués pour leur dévouement et leur ardeur au travail. Une cérémonie de reconnaissance qui a vu la présence du grand chancelier, d'autorités, de parents et d'amis également. On en parle avec Hyacinthe Sawadgo. Sur les 170 employés du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement Minefid qui ont vu leurs efforts récompensés, 140 ont été faits médaillés de l'Ordre de mérite de l'Économie et des Finances et 30 médaillés d'honneur des douanes. Pour le premier responsable du Minefid, cela est un signe de reconnaissance à l'endroit de ses collaborateurs au regard des nombreux défis relevés. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement a pour coutume chaque année de récompenser le mérite des hommes et des femmes qui se sont distingués par leur ardeur au travail, leur abnégation, leur conscience professionnelle et leur sens du service public dans les domaines de l'économie, des finances, de la comptabilité et de la fiscalité. Loin d'être une simple tradition que nous nous contentons de perpétuer, la présente édition de décoration dans l'ordre du mérite de l'économie et des finances et de la médaille d'honneur des douanes est pour nous une étape essentielle où notre département marque un arrêt pour exprimer notre gratitude envers nos collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour relever les nombreux défis liés à l'exécution de la mission de pilotage de l'économie, des finances publiques, de gestion du développement et d'aménagement du territoire, mission assignée au Minefid. Pour les récipiendaires, cette étape marque un nouveau départ dans leur carrière professionnelle et aussi une invite à redoubler d'efforts dans leur travail. Bon, c'est des sentiments de reconnaissance vis-à-vis des autorités qui ont décidé de reconnaître après plus d'une dizaine d'années de travail professionnel, de reconnaître les mérites. Donc c'est un sentiment de joie, mais un sentiment également de mesure de toute la dimension du travail que j'ai accompli pendant toutes ces dizaines d'années. Et ça devient maintenant un poids sur ma personne à encore continuer à faire mieux pour encore mériter toujours la reconnaissance de ces autorités qui m'ont fait confiance et qui ont reconnu mes mérites aujourd'hui pour me décorer. Vraiment, les mots me manquent pour remercier mes supérieurs hiérarchiques, à commencer par le ministre de l'Économie et des Finances et mon directeur général, mon directeur des services. Et avec la distinction, je dois doubler d'efforts pour satisfaire mes supérieurs hiérarchiques. Le travail qu'ils vont me confier à exécuter avec abnégation. Alors, à ce jour de décoration, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté qui m'anime en ce moment. Voilà, fierté d'appartenir à ce ministère, ce grand ministère, et joyeux aujourd'hui parce qu'après 22 ans de carrière, vraiment, quand on est récompensé, il y a derrière, il faut être très joyeux. Et je dédie cette médaille à tous nos devanciers, à mon premier chef de bureau qui est ici présent. Vraiment, c'est grâce à eux et également à ma famille. À noter que le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, Nestor Bassio-Bassière, a été fait officier de l'Ordre de mérite de l'économie et des finances à titre exceptionnel. Décoration toujours au ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. 50 médailles ont été décernées aux agents les plus méritants. 2 médailles d'officier de l'Ordre du mérite avec agrafe aux postes et télécommunications et 48 médailles de chevalier de l'Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe aux postes et télécommunications. La cérémonie de décoration hier jeudi donc en présence de notre reporter Maxime Jeune-Bambara. Élevé au rang de chevalier de l'Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe, poste et télécommunications, Amadou Koulibaly célèbre sa distinction entouré de son épouse et de sa fille.
L'événement est exceptionnel et mémorable et il convient de le célébrer et surtout de l'immortaliser. La star du jour se prête volontiers au jeu de séances photo. Oui, beaucoup satisfait. Je suis beaucoup satisfait de cette décoration ce soir. À l'endroit de mes collaborateurs, je leur dis merci parce que c'est avec eux que nous sommes meilleurs. Je dis merci à toutes les entreprises que j'ai fréquentées, dont je suis passé. Et encore les demander de garder le cap, de toujours travailler, toujours comme ils le font déjà. Pour l'occasion, il peut bien bénéficier de l'absolution de son épouse pour ses absences et retards à la maison liés aux contraintes professionnelles. Ça c'est vrai. Parce qu'au bout du compte, il y a des résultats, donc ça va, on se comprend. Tout ce que je demande à Dieu, qu'il le bénisse, qu'il le garde, qu'il le protège, qu'il continue de l'élever. Tout comme Amadou Koulibaly, 49 autres agents du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes ont été décorés devant parents, amis et connaissances. Des médailles reçues avec honneur, joie et reconnaissance. C'est pour moi un honneur que le gouvernement me donne cette distinction. Cela me donne d'aller de l'avant, davantage travailler, parce que c'est une lourde mission, une lourde tâche pour moi. Oui, c'est vraiment un sentiment de joie énorme de recevoir cette distinction. Et je profite de l'occasion réellement pour dire merci aux autorités, de dire merci également aux membres du club exécutif, des clubs des DSI, de nous avoir fait l'honneur pour prendre cette distinction ce soir. Et le ministre du Développement de l'économie numérique d'inviter l'ensemble du personnel de son département à plus d'abnégation dans le travail pour fluidifier les communications électroniques et faire de la poste un véritable instrument de développement. C'est vraiment leur dire félicitations et inviter les autres aussi à emboîter leur pas, à faire en sorte que l'année prochaine encore nous nous retrouvons ici pour décerner une cinquantaine de médailles encore, non seulement aux personnes physiques mais aux personnes morales aussi qui ont accompagné en tout cas dans la construction de notre économie numérique. À l'issue de cette cérémonie de décoration, les agents du ministère ont témoigné leur reconnaissance à 4 de leurs collaborateurs admis à la retraite à travers des cadeaux et attestations de reconnaissance. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez encore avec nous. Les programmes continuent sur votre télé. Tout à l'heure, Sport 3 avec Assamitiam Touré. Bonsoir.